Bonjour Madame Raymond. Bonjour Madame Maison. Vu d'un journal, encore le réseau. Le réseau. Oui, le réseau. Tout le monde en parle. Même qui commence à me chauffer les oreilles avec le réseau. Eh bien, pour ma part, je ne connais pas ce réseau. Vous savez, moi j'arrive de la Natona. J'ai retraite de 3 ans chez les moines tibétains. Je ne me suis pas tenue au courant de l'actualité. Chez les moines de la Natuna, qu'est-ce que vous êtes allé fabriquer là-bas? Oh, plein de choses. Tenez, une nuit là-bas, les étoiles sont devenues complètement folles. Pendant une demi-heure, elles se sont mises à danser et à former des figures bizarres. Des cercles, des carrés, surtout des carrés, des losanges, des triangles. Et puis du mal vos moines tibétains. Des moines, de tout tabac. Et d'ailleurs, moi aussi j'ai vu ces étoiles. Ouais, assiette ou pas, on peut pas leur très clair aux moines. Mais je vous assure. D'ailleurs, ils ont inventé un nouveau clip pendant mon séjour. Tout d'abord, ils ont changé de coiffe. Avant, ils avaient des chapeaux ronds. Comme les Bretons. C'est ça. Et maintenant, ils font des chapeaux carrés. Comme les curés. C'est ça, et en jaune. Eh ben dis donc, voilà une nouvelle, vous m'en direz tant. Et leur salut. Savez-vous comment ils font leur salut maintenant? Ma pardon, comme les militaires. Non. Avant, ils le faisaient comme ça. Maintenant, ils le font comme ça. Comme ça, vous en êtes bien sûr? Ben oui, je suis sûre. Pourquoi? Bah, parce que c'est comme ça qu'ils font le salut, les nouveaux toqués. Quel dossier? Les toqués du réseau. Ah, ce réseau dont vous m'avez parlé tout à l'heure, ceux dans le journal. C'est ça même. Voyons ce qu'ils racontent dans le journal. Conférence du réseau, jour J. C'est aujourd'hui, vendredi 7 juin, que s'ouvrira au Conseil supérieur des sciences dominantes, autrement dit le CSSD. Le CSSD? Oui, le CSSD, pourquoi? Ben, je croyais que c'était un club de foot. Oh là là, on voit que ça fait longtemps que vous ne tenez plus au courant, vous. Non, le CSSD, c'est là qu'ils décident de tout. De notre présent, de notre avenir, et même, paraît-il, de notre passé. De notre passé aussi? Oui, ils peuvent faire ça. Mais que veulent-ils au juste? Bah, laissez-moi lire et vous le saurez. Moi, je ne dis plus rien. C'est aujourd'hui, vendredi 7 juin, que s'ouvre la conférence sur le réseau, qui déchaîne les passions tant chez les partisans que chez les adversaires du réseau. Rappelons que les témoins du réseau, de plus en plus nombreux, affirment qu'un monde supérieur s'est manifesté sur notre terre et qu'il a été révélé à Eugène Robic. Cet Eugène Robic, savant génial pour les uns, dangereux et illuminé pour les autres, clame à qui veut l'entendre que le règne du réseau approche et ils sont de plus en plus nombreux à l'écouter. Quelle date avez-vous dit? Vendredi 7 juin. Mais c'est aujourd'hui! Bon, ça c'est vrai, on est vendredi 7 juin. Ben dis donc, il va y avoir du spectacle. Mais pourquoi appelle-t-il cela réseau et pas, je ne sais pas moi, le paladin ou le caripoulet? Ça, j'en sais pas rien. Vous savez-vous pourquoi vos mains tibétains portent des chapeaux carrés et tiennent leurs mains en as de pique? Non. Bah, comment voulez-vous que je vous explique? Pourquoi ça s'appelle le réseau, c'est d'enluminer. On ne dit pas enluminer, mais illuminer. Ouais, bah, enluminer ou illuminer. Moi, je vous dis que ça va mal finir. Mais peut-être ne sont pas si dangereux que ça. Pas dangereux, pas dangereux. Vous en avez de bonnes. Oui, oui, c'est ça. Mesdames, messieurs, la cour. Levez-vous, s'il vous plaît.
Depuis quelque temps, un mythe étrange que la rumeur a baptisé Urbican est venu hanter notre monde, s'immisçant dans toutes les conversations, semant l'angoisse, la confusion, le désordre. Est-ce une fièvre maligne, un cancer de l'intelligence? Les esprits faibles, les sans éducation, les vieillards, les enfants ne sont pas les seuls à être touchés. Notre monde est-il en train de basculer dans la superstition? Le réseau est-il légendaire ou existe-t-il vraiment? Ce symposium a été convoqué pour répondre à toutes ces questions. Le tribunal écoutera et examinera tous les témoignages qui lui seront proposés avec la plus grande attention, la plus rigoureuse objectivité. J'appelle à la barre l'homme qui prétend être à l'origine de cette découverte et qui a tenu à s'exprimer le premier sur ce sujet. Monsieur l'assesseur, veuillez faire avancer Monsieur Eugène Roby. Monsieur Roby, pourquoi soutenez-vous que ce réseau existe? Tout a commencé le 24 juin 2032. Klaus et Friedrich m'ont apporté une sorte de cube qui, selon eux, avait brisé une lame d'extracteur. Qui est pourtant fait, comme chacun le sait, des matières d'une solidité à toute épreuve. Cet objet n'avait pourtant rien de remarquable. C'était une simple structure cubique, totalement vide, dont les arêtes ne devaient pas dépasser 15 cm. Voudriez nous faire croire qu'un cube dont les arêtes ne dépassent pas 15 cm va briser une lame d'extracteur et ensuite en met notre main? Au début, je croyais que c'était un ancien accessoire liturgique. Mais le lendemain, le cube avait grandi. Le plus surprenant, le plus curieux même, c'est que le cube s'était comme incrusté dans la table et les chaises sur lesquelles je l'avais posé le 24. Tous mes efforts pour l'enlever sont restés inutiles. Je n'ai réussi qu'à me blesser les mains. Est-il vrai qu'entre-temps, le projet sur lequel vous travaillez depuis très longtemps a été mis en péril par le refus des autorités de construire un pont qu'elle vous teniez énormément? Oui. Oui, d'accord. Mais Ne croyez-vous pas que vous êtes imaginé tout cela sous l'effet du dépit et de la colère face à ce refus? non. Mais non, pour crétin! Même Thomas a essayé de l'enlever. Enfin. Poursuivez. Après le départ de Thomas, je me suis plongé dans la contemplation du cube. Le plus surprenant, c'est que le cube grandissait et qu'en même temps, d'autres cubes venaient se greffer au premier. J'ai essayé d'étudier l'évolution du phénomène, mais fatigué, je me suis endormi. Le 26 à mon réveil, j'ai d'abord cru à une hallucination. Dans le réseau s'était développé. Il englobait presque toute la pièce et m'emprisonnait dans l'échafaudage qu'il venait de former. Un des montants me traversait le bras, il m'était impossible de bouger. Curieusement, il ne me causait aucune douleur. Et je sentais que si j'essayais de me déplacer, je me blesserais gravement. Voudriez nous faire croire qu'un montant vous traverse le bras et que vous en êtes sorti sans aucune blessure? Je pense que cet homme est en train de délirer. Pauvre ignorant. Pauvre ignorant. Il m'a fallu prendre mon mal en patience et attendre plus de 3 heures que le développement du réseau me permette de dégager mon corps. Et avez-vous réussi à établir une formule de cette évolution? Ouais. J'ai réussi à établir une formule de cette évolution. Mais où était cette formule? Par là, comme ça. Ah, alors, UN est égal à 2n plus 1, plus 4 facteurs de 1 facteur de 2n plus 1, plus 2 facteurs de 2n moins 3, plus 3 facteurs de 2n moins 5, plus 2, plus 4 facteurs de 2n moins 7. Vous n'êtes qu'un fou! Cette formule est de la puante fantaisie. Votre place est dans un asile. Je ne suis pas fou. Cette formule a permis d'étudier heure par heure l'évolution du phénomène. En E3, il y avait 63 cubes. En E5, 231. En E8, 831. En E10, 1561. Et on pourra faire un élevage de cubes. Riez tant que vous le pouvez encore. Nos terres ont déjà été envahies.
Et les vôtres ne tarderont pas à l'être. Arrêtez ces balivernes. Ce réseau n'existe que dans votre imagination. Vous avez dit réseau? Je n'ai jamais prononcé ce mot. Vous divaguez complètement. Moi, divaguer? Vous vous souvenez d'une mode vestimentaire assez particulière? La mode du réseau. La mode du réseau? Oui, mode à carreaux, comme vous l'appelez ici. Mais il me semble vous reconnaître. N'êtes-vous pas aussi la moitié du réseau? Moi? Non, non, absolument pas. Si, regardez ta chemise. Je fais appel à vous dans la salle. Je suis sûr que certains d'entre vous sont les envoyés du réseau. N'ayez pas peur comme cette mauviette. Nous pouvons nous entendre. Aidez-moi à faire revivre le réseau. Alors qu'il est, le réseau continue à grandir à travers les galaxies, invisible pour nous, frêles créatures, mais perceptible peut-être pour d'autres yeux. Grâce à moi, tout cela pourra recommencer. Bien sûr, la route sera longue. Bien sûr, chemin d'embûche. Mais je sais qu'un jour, nous y parviendrons. Et ce jour-là, nous pourrons vraiment revivre. Mais sachez-le! Sachez-le bien, le réseau existe! Je sais qu'il existe! Il existe! Nous appelons maintenant à la barre le professeur Sylvie Bourbaki, docteur en sciences et chercheur à la faculté des sciences de Bruxelles. Elle travaille plus particulièrement sur un mythe, mais est-ce réellement un mythe? Nous sommes là pour en juger du réseau d'Orbiton. À vous, professeur Bourbaki. Vous connaissez maintenant tous l'histoire de ce cube mystérieux dont vous a parlé cet homme. Ce Robic ou ce pseudo-Robic. Devant l'extraordinaire précision de cette affirmation, j'ai été chargée par la commission des grandes polémiques de trouver un modèle mathématique, le plus proche possible du modèle physique, permettant de décrire... Monsieur l'accessoire, permettant de décrire l'expansion de ce réseau. Aussi, je devais en trouver une traduction algébrique afin de quantifier cette expansion et d'en établir un modèle prédictif. Un modèle quoi? Prédictif. Prédictif, qui permet de prévoir l'évolution à long terme d'un phénomène. Dès l'Antiquité, l'homme a su distinguer les différents solides réguliers. Les voici. On les appelle les 5 solides de Platon. Le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, Bon, quel rapport avec ce qui nous préoccupe? le rapport, Madame le procurateur. C'est qu'à partir de là, l'humanité a compris de plus en plus profondément que l'univers est construit selon ces figures géométriques. Et tout ce qui existe, les objets, les plantes, les animaux, tout, peut être figuré sur le modèle de ces figures géométriques. Regardez cette petite qui joue là-bas. Que fabrique-t-elle? Des cubes, des tétraèdres. Néanmoins, on peut constater une continuité entre Platon et notre époque. En outre, non seulement il a montré que ces objets étaient figurés selon ces figures géométriques, mais en plus, il a parlé d'un continent mystérieux qui aurait été englouti dans les âges lointains, la légendaire Atlantide. Or, le grand archéologue chilien, le découvreur de la fabuleuse C2-3, affirme que cette Atlantide a bel et bien existé, et que c'est des savants atlantes que Platon tenait toute sa science. De là à imaginer que cette Atlantide était le réseau, il n'y a qu'un pas à franchir. Hypothèse pure, fantasmagorique. Ce ne sont là que des divagations que 1000 observations pourraient aisément démentir. Et pourtant... Mais, en fait, cela m'importe peu.
En tant que mathématicienne, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si le réseau existe ou non, mais quel serait son fonctionnement logique. Et quel serait donc ce fonctionnement? Voici comment le réseau se développe. Le procédé est simple. Sur le cube de base, qui possède 6 faces libres, une force intérieure fait croître cette arène jusqu'à constituer 6 nouveaux cubes. Cela fait donc 7 cubes qui développent eux-mêmes sur la face libre d'autres nouveaux cubes. Et ainsi de suite. À la deuxième génération, on obtient 25 cubes. À la troisième, 63. Et ça recommence. Madame le procurateur, un peu de respect pour votre collègue, je vous en prie. En extrapolant à partir de là, j'ai réussi assez facilement à établir la formule générale. UN représente le nombre de cubes du réseau à la énième génération. Vous observerez que nous ne sommes pas loin de la formule que le supposé Robic a formulée tantôt. Et vous avez donc pu en établir un modèle comment disiez-vous? Prédictif. C'est ça, non? Oui, j'ai pu le faire grâce à mon calculateur parlant que je fais amener à cette assemblée. Il est un peu susceptible et je dois le traiter avec déférence. Cher R2 de 2024, je suis le professeur Provaki et j'ai à nouveau besoin de tes compétences. Bien, cher professeur, que puis pour vous aujourd'hui? J'ai besoin, cher R2 de 2024, que nous revenions sur le grand mystère du Bitcoin. Te souviens-tu? L'histoire des cubes animés par la force et qui n'en finissent pas de se multiplier. Exactement, ta mémoire est décidément infaillible. Merci, merci, c'est tout naturel. Je suis le meilleur calculateur de toutes les cités. Bien, bien. Peux-tu alors nous expliquer en peu de mots ce phénomène? Cher professeur, vous ne devriez pas dire ce phénomène, car vous savez pertinemment qu'il y a en fait 2 phénomènes en un. Petit à la réduit, ça fait progression géométrique de locataire, c'est-à-dire que j'ai les affaires encore Merci, cher R2 de 2024. Mais j'avais déjà expliqué cette formule à notre auditoire. Par contre, pourriez-vous nous dire au bout de combien de générations la ville de Bitcoin allait-elle être entièrement recouverte si on admet qu'elle a une superficie? Cela est très simple, professeur. Si l'on n'est pas tenu compte de l'évolution des arrêts dans le réseau, on va la ville en fonction de 333 générations. Nicolas a été cultivé sur le réseau de la quartier en tant que génération de l'essence de la ville et recouverte entièrement au bout de seulement 25 générations. Bien, cher R2 2024. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Auriez-vous un mot à nous dire sur la vitesse d'extension de ce phénomène? Oui, je peux vous en parler d'après les données cultivées que l'on a imprimées dans les circuits. Mais je n'ai pas tous les éléments pour y répondre car il semblerait que la propagation du réseau se soit totalement arrêtée lorsque ce dernier eut entièrement recouvert la ville. Jusque-là, les arrêts de réseau pourraient avoir progressé selon une loi exponentielle en fonction du temps. Puis par la tour de catalyseur pour le million, le réseau a réussi son expansion vers l'infini. Lorsque N croît vers l'infini, le réseau prend ensuite informé Miguel, ce qu'avait déjà prévu Platon dans mon tunnel. Merci à vous, professeur Roubaki. Et merci à vous, R2D 2024. Mais nous sommes peu par le temps. Je n'ai pas très bien compris vos explications. Au bout du compte, le réseau, ça croît-il vite ou non? Très vite. Bon, il me semble que nous en avons suffisamment entendu sur l'explication algébrique de ce réseau. Nous avons assez de détails pour l'instant, nous n'avons pas besoin d'éléments supplémentaires. Madame le procurateur, avez-vous quelque chose à ajouter? Pas vraiment, Madame la Présidente. Je me pose tout simplement une question qui restera probablement sans réponse. Comment expliquer, sans entrer dans le domaine de l'irrationnel, cette potentialité accroître de la manière constitutive du réseau? Vous nous avez prouvé que le réseau peut exister, mais cela ne prouve rien qu'il existe, car nous savons tous qu'un mythe, fût-il algébriquement concevable, ne reste pas moins un mythe. Oui, effectivement, je le reconnais. Je n'ai pas démontré l'existence concrète du réseau. J'ai seulement prouvé par mes formules son existence potentielle. Mais je crois me souvenir que, par le passé, les démonstrations de ce genre ont abouti à des découvertes réelles. En effet, j'ai eu une
illustration de l'esprit. L'existence de la planète Pluton a été découverte mathématiquement en 1915, sans qu'on l'ait jamais vue. Et ce n'est que 15 ans plus tard, en 1930, lorsqu'on a fabriqué des lunettes astronomiques assez puissantes, qu'on a pu effectivement l'observer dans le ciel. Ceux qui ne croient qu'en ce qu'ils voient, que ce jour-là, bien après. Je vous remercie, professeur. C'est fou là. Laissez-moi passer! Je veux témoigner! Je veux leur dire! Il faut que le peuple sache! Michel Ardan sortez immédiatement! Vous n'avez rien à faire ici, vous n'avez pas d'invité! Je veux témoigner! Vous avez raison, votre témoignage peut être utile. Présentez-vous, mademoiselle Ardan, bien que la plupart des gens doivent déjà vous connaître. Voilà. Je m'appelle Michel Ardan. Je suis aventurière. J'ai parcouru toutes les terres et mers du globe. Je suis même allée sur la Terre. Aussi. S'il y a des phénomènes paranormaux sur cette terre, je suis bien placée pour le savoir. Et il y en a. En effet, je suis en mesure d'affirmer que le réseau existe. Non, mais écoutez pas! Payez par le terrain! Taisez-vous, madame le procurateur, ou je vous fais évacuer la salle tout de suite. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais signaler que même le procurateur elle-même m'a fait envoyer à l'autre bout de la terre, assurément pour que je ne puisse pas témoigner aujourd'hui ici. Ça tient. Voilà, j'ai apporté quelques photos. Mais commençons tout d'abord par la carte. Oh, monsieur l'assesseur, réglez-moi cette image, voyons, hein. Elle est affreuse, hein. Dépêchez-vous. Allons, allons. Ça ira. Merci. Alors, je disais donc, commençons par la carte. Le réseau est apparu, ou a fait parler de lui, à divers endroits du globe. Mais, commençons tout d'abord par Paris. Là, c'est certain. Le réseau est présent. Il a percé là, près du Louvre. Et il y est même entré. Il a englobé un bâtiment tout entier. Et les efforts répétés pour l'enlever n'ont fait que le déformer juste un peu. Et surtout, c'est là où vit l'un de ses fervents disciples, Monsieur Jean Eiffel, qui fit construire cette magnifique tour en hommage au réseau. Madame le procurateur, veuillez vous taire, je vous en prie. Dernier avertissement. Qu'y a-t-il encore? Ah oui, c'est certain Augustin des Ombres. Des chambres. Je ne sais plus. En France, dans l'Aveyron, un vieux fou l'appelait-on là-bas. Mais toujours est-il qu'il savait des choses sur le réseau qu'on a découvert qu'après. Un illuminé, oui. Peut-être. Mais il faut en tenir compte. Ah, cette photo a été prise au train des Bermudes, en pleine tempête. C'est moi-même qui l'ai prise. Non, non. Celle-ci a été prise dans l'entrée de la forêt d'émeraude amazonienne. Là, le petit chapeau, c'est moi. Ah, observez ces arbres. Observez leur structure étonnante. Ces arbres, ne sont-ils pas créés par le réseau? Et même, leurs racines. Les racines d'un arbre ne sont-elles pas sa base? C'est par là d'où il naît. Et grâce à quoi il trouve sa nourriture. Et voyez cette nourriture, il la trouve au beau milieu du réseau. Tenez même, cette photo m'a
partie prise en mer de Chine. C'est le réseau qui émerge de la mer. Voyez, le réseau est partout, partout. Et même au Tibet. C'est air que les grands sages répètent tout le temps. Voyez, le réseau est partout. Partout. Il est la base de tout. Il est même dans la fondation de chacune de nos bâtisses. Ainsi, chacun de nous vivons à l'intérieur du réseau, enfermés dans les échafaudages. Oui, le réseau est partout. Tenez, même ici, juste pour accéder jusqu'ici. Vous avez traversé le réseau. Oui, observez cette passerelle, ces barrières. Oui, le réseau est partout. Je voudrais ajouter que n'oubliez pas, le réseau il existe. Il existe. Vous, menteuse. Permettez, Madame la Présidente, puis-je ajouter quelque chose à ce que vient de dire Mademoiselle Ardant? Je regrette, mais vous passerez à votre tour. Mais c'est que c'est en rapport de ce que Mademoiselle Ardant vient de dire. Madame, vous a dit. Madame la Présidente, nous avons l'honneur d'avoir devant nous Madame Sirimavo Serenayake. La réputation de chorégraphologue s'étend jusqu'à la constellation d'un comète. Madame, veuillez m'excuser. Je ne savais pas. Je vous en prie. Je vous écoute. Madame la Présidente, Mademoiselle Ardant vient de nous dire que les figures du réseau se trouvent partout, même autour de nous. Indubitablement. Je viens vous en donner une preuve supplémentaire. Vous avez tous regardé et apprécié ce ballet qui nous a été offert pour marquer solennellement l'ouverture de ce muséum. Vous savez que la chorégraphologie consiste à lire dans toute figure dansée, que ce soit les parades amoureuses des animaux ou les ballets imaginés par l'homme, leur signification secrète, accessible aux seuls initiés. Je ne m'en souvenais plus très bien, mais maintenant que vous le dites... Qui a organisé ce ballet? Qui a choisi cette troupe? Monsieur l'assesseur. Cette troupe a été sélectionnée par un jury que je présidais. Il nous a semblé qu'il était le plus esthétique et le plus approprié à l'événement. Eh bien, je suis en mesure d'affirmer que ces danseurs sont inspirés du réseau. Indubitablement. Comment cela? Regarde, j'ai pris quelques photos de leur évolution tout à l'heure. Voici l'une des figures présentes. Vous reconnaissez là un carré. Indubitablement. En voici une autre. Cette fois, le dessin formé est un losange. Indubitablement. Et celle-ci, elle est un peu plus complexe, mais si vous l'examinez attentivement, vous constaterez qu'elle forme indubitablement un carré à deux composantes homogènes. Et celle-ci, la pyramide dans le cercle, qui signifie clairement en langage chorégraphique les mailles cachées ou le réseau caché. Cela ne prouve rien. Il faut bien que ces danseurs prennent des positions. En traçant d'autres lignes à partir de ces mêmes positions, ils pourraient obtenir des formes tout à fait différentes. Non, Madame le Procurateur. Une figure chorégraphique doit être tracée selon un système rituel complexe que je n'ai pas le temps de vous explorer ici. Seules les façons dont j'ai tracé les lignes de convergence est appropriée, indubitablement.
Et de tout ce que vous nous avez révélé, que conclure Que toutes ces figures ne peuvent pas être le fait du hasard. Elles participent d'une seule et même volonté. Une volonté indéniablement géométrique, je dirais même cubique, résolument axée sur les formes du réseau. Et cette musique qui l'accompagnait, avez-vous bien écouté cette musique? Ma foi, non. Je m'y connais plus. J'aimerais bien, si vous le permettez, Madame la Présidente, écouter les explications de l'auteur qui l'a composé. Mais nous sommes à vos ordres, madame. Monsieur l'assesseur, faites appeler à la barre le chef de la partie régissant des musiques. Si le réseau existe dans la musique, mais il est partout. C'est l'art de la musique. Et je vais tenter de vous le démontrer très brièvement. La plus grande erreur de l'homme est de croire qu'il peut atteindre l'unité. Mais il n'y a pas d'unité. Regardez le symbole qui est là. C'est une articulation entre la terre et le ciel, sur une ligne. C'est un rythme binaire. C'est le feu de la création. Voici un autre symbole. Articulation ternaire qui s'enroule dans le plan, tourbillonne comme des triolets. Mais attention, cette articulation est plus vivante, plus dévorante qu'une trombe d'eau. Voici encore un symbole. Articulation quaternaire se déroulant dans l'espace en dessinant une espèce de vie. Ce symbole est plus mystérieux qu'un pendule. C'est l'air du temps. Un étrange 4 qui n'est pas égal à 2 plus 2. Voici encore un symbole irreprésentable, car dans l'espace-temps, c'est l'expansion de la vie. C'est le terroir de la conscience. Vous voyez, ce fut bref. Ces 4 éléments, que je nommerai le 2, le 3, le 4 et le 5, ne sont pas des nombres ordinaires. 2 n'est pas égal à 1 plus 1, 3 à 1 plus 1 plus 1, etc. Non, 2 est un tout, comme 3, 4 et 5. Et ils volent, chacun, solitairement, dans des mondes qui nous sont hors de portée. Notre monde n'est qu'une illusion, tissée par ces 4 vérités. Notre monde est un réseau. C'est le réseau. Invisible comme la musique, mais aussi présente qu'elle. Vous voyez, c'est simple. C'est évident. Après ces vues très instructives sur des domaines fondamentaux, il est bon que nous examinions le parcours qu'a mené notre monde à son état actuel. Aussi, ai-je fait appel à un historien, ou plus exactement une historienne, dont la valeur n'est plus à démontrer tant ses titres de gloire sont nombreux. Monsieur l'assesseur, veuillez faire avancer mademoiselle Georgette Saubourg. Après la présentation que j'ai faite de votre personne et qui n'a pas été mise en doute, même par madame le procurateur, je vous invite à nous faire part immédiatement de vos théories sur la question qui nous occupe. Je vous en prie. L'Amérique, la plus grande nation du monde. Comme vous le savez, elle est formée d'États fédérés constituant une masse de 7 800 000 km², soit les 2 tiers de l'Europe. Sans compter l'Alaska. L'Alaska. Située dans l'océan.
Mairie, mais ne tournez pas autour du pot. L'essentiel. Ah. Où étais-je? Vous m'avez embrouillé avec votre impatience. Ah oui, voilà. L'Amérique est constituée de réseaux. Et ces réseaux sont étendus au monde entier. Qui dit finance internationale dit Wall Street. Et le dollar c'est l'Amérique. Qui dit cinéma dit Hollywood. En Californie. Amérique. Qui dit boisson universelle dit attentat aux États-Unis. Et le réseau Internet, d'où est-il parti? Je vous le demande. D'Amérique. Bravo, mademoiselle. Very good. Soit de l'entente au fait. Très bien. On a annoncé le dépérissement de la puissance américaine. On s'est bien trompé. L'Amérique est de retour. L'Amérique des grands pionniers et savants inaugurant chaque jour de nouveaux réseaux à travers le monde. Et vous êtes vraiment obsédés par les réseaux? Oui, par les réseaux. Et savez-vous de quand date la suprématie américaine? De la période marquée par l'action du général Grant. C'est lui qui contribua à la guerre de sécession, à remporter la bataille décisive de Richmond. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que cette guerre opposa les États esclavagistes au sud et les États abolitionnistes du nord. Et en quoi cela est-il intéressant, madame la spécialiste? Cette guerre contribua à libérer la communauté noire d'Amérique, lui permettant d'accéder à la gloire avec des vedettes comme James Brown, le promoteur du Rhythm and Blues, Jackson 5, qui aboutit à un réseau, Michael Jackson, dont les disques sont comme des petits pains. Ainsi, vous prétendriez que ce soi-disant réseau existe et qu'il réunirait notre monde connu avec un autre monde inconnu? Non! Pas tout à fait. J'ai effectivement appris là-bas que ce réseau initial existe. Mais je n'ai jamais dit qu'il reliait deux mondes. D'ailleurs, c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Vraiment très bizarre. Je dirais même suspect. Mais enfin, dites-nous ce qui est bizarre ou suspect. C'est un mystérieux. Comment avez-vous pu deviner que ce réseau pouvait appeler ce monde-ci un autre? Je ne sais pas, moi. C'est pas comme ça. Quelqu'un doit l'avoir déjà dit à un moment ou à un autre, ou je l'ai lu quelque part. Oui, c'est cela, je l'ai lu quelque part. Hein? Peut-être. Néanmoins, je continue à trouver ça bizarre. Bon, cessez de répéter tout la même chose, n'avez rien d'autre à ajouter. Ma foi, non. À moins que vous ne désiriez que je vous chante un air de James Brown. Celui-là, par exemple. I feel good. I feel good. Na 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 na. Madame, il est incontestable que notre civilisation s'est enrichie au cours de siècles de réseaux divers, riches, puissants, dans tous les domaines, ainsi qu'à l'exposé mon éminent confrère. Mais en fait, que nous a-t-elle apporté? C'est de l'œuvre. Nous savons tous comment fonctionne notre communauté. Elle est structurée parce que c'est nous-mêmes qui l'avons organisée. Mais ce que nous rejetons avec force, c'est cette manière de baptiser tout cela réseau. Aménagement d'un quartier, réseau. Conception des bâtiments, réseau. Chorégraphie des ballets, réseau. Communication, économie, pouvoir, réseau. Assez. Pourquoi trouver une voie dans tout ce que nous avons nous-mêmes construit? Une espèce de pouvoir supérieur, inaccessible
général Grant en provient de l'au-delà. Je vous demande pardon, madame la présidente. Vous n'allez tout de même pas ajouter foi à ces superstitions. Madame le procurateur, je vous invite à suivre attentivement ce qui va suivre. Monsieur l'assesseur, lui appelez à la barre le témoin suivant. Madame, veuillez vous présenter. Je m'appelle Célestine Pécuchet. Je suis professeure d'histoire à l'université du Massachusetts, de Harvard. Plus particulièrement spécialisée dans la biographie du général Grant. Bien sûr, tout le monde se prétend spécialiste de ceci, spécialiste de cela. La participation de Grant à la guerre du Mexique. La contribution du général Grant à la victoire nordiste. Les États-Unis sous la présidence d'Ulysse Grant, couronné meilleur document d'histoire de la décennie par l'Institut royal de Stockholm. Cela vous suffit-il, madame le procurateur? Continue. Il y a un mystère dans la vie du général Grant que je n'ai jamais réussi à élucider complètement durant toute ma carrière universitaire. C'est-à-dire, combien d'années votre carrière universitaire? 22 ans, quelques mois. Cette carrière universitaire, c'est toute ma vie. En fait, il y a ce mystère qui concerne les années civiles du général Grant. Pourquoi, alors qu'il venait de mener victorieusement à la campagne du Mexique, alors qu'une carrière glorieuse s'ouvrait à lui dans l'armée, démissionne-t-il brusquement et retourne-t-il dans la civile? Pour une raison, je présume. Peut-être. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il y a quelques mois, les conservateurs du musée Grant de Saratoga m'ont contacté pour me faire part d'une découverte qui ne les laissait pas les embarrasser. Ils ne savaient pas trop quoi en faire et me demandaient conseil. Et quelle était cette découverte? 2 gros cahiers de mémoire du général Grant, détenu par sa famille depuis sa mort et qui ne voulait pas publier pour ne pas porter préjudice à sa famille. Comment cela? Il leur semblait que le général était devenu fou et qu'il alignait dans ses cahiers des choses complètement délirantes, ce que mon collègue psychanalyste appellerait une mythomanie maniaco-dépressive. Est-on sûr de leur authenticité? Absolument, tout. Les graphologues consultés ont confirmé que c'est bien son écriture. En outre, la datation de 1918 fait remonter la fabrication de ces cahiers en l'année 1880. Je connais cette nouvelle méthode de datation. Elle est fiable à 100%. Continuez. Voici ce que l'on peut dire de les premières lignes de ce cahier. Toujours cette tour, toujours ces images qui me poursuivent. Cette tour obscure dont j'ai l'impression d'être née. Ce passage dans le monde en fleurs. Ces tableaux sont-ils des rêves ou les ai-je réellement vus? Oh, pensée stérico-agressive, fantasme de la vie intraitérée et traumatisme périnatal! Horatio, Elias, Fry, priez. Avez-vous existé ou n'avez-vous été? Une illusion de plus dans ma mémoire en feu. Milena, où as-tu disparu? Pourquoi m'as-tu laissé dans ce monde inconnu? Dans ce monde étranger que je connais si peu? Je répète, que je connais si peu. C'est une façon de parler. N'avez-vous pas remarqué que ce sont des Alexandrois? Notre général est devenu poète avec l'âge. Si toutes les inventions des poètes devaient être prises pour argent. Attendez, ce n'est pas... Écoutez ce qu'il dit un peu plus loin. Es-tu donc reparti là-bas? Vers Urbican, Douarmilliard? Vers ta maison d'azur, ton palais, ton joyau, ton trône triomphant des brumes du réseau, des brumes des réseaux, j'ai bien dit. Et ces hommes du futur qui vont parler de nous. La foi des uns, l'incrédulité des autres devant ce monde que nous sommes venus annoncer. Hasard, effet de style, pure coïncidence. On ne peut de cela déduire l'existence de... Madame le procurateur, vous faites des Alexandrins aussi. Veuillez garder votre sang-froid. Cette Milena entre-t-on dans la partie commune de l'existence de Grant? Oui, on fait mention au début de la guerre civile d'une jeune ordonnance à ses côtés qui le suivait partout et avec laquelle il s'enfermait pendant des heures sous sa tente. Des rumeurs prétendaient que c'était sa maîtresse, déguisée en soldat. Elle semble se manifester à nouveau 6 ans plus tard, lors de la campagne présidentielle qui fera élire Grant en 1868. Mais elle disparaît dès son élection pour ne plus reparaître par la suite.
Est-on sûr que ce soit elle? Non, Madame la Présidente, ce ne sont que des suppositions. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune Milena n'a figuré parmi ces proches officiels. Alors, sur ces vagues suppositions, sur ces hypothèses bardeuses, nous avons fondé l'existence du réseau. Non, Madame, procurateur. Silo, il y a des passages. C'est clair que l'on tient compte des découvertes récentes sur le réseau. Mais le réseau n'existe pas! Son existence est justement de montrer cela n'importe en fait que je sache! Eh bien, si le réseau n'existe pas, alors le général Grant fut véritablement fou à la fin de sa vie. Mais s'il existe, tous les passages que je viens de lire, bien d'autres encore, prennent un sens. Par exemple? Écoutez ceci. Cette tour, il raconte à plusieurs reprises qu'il a descendu ou plutôt traversé de haut en bas une tour pour arriver jusqu'à ce monde en couleur. Cette tour a une forme étrange. Elias, c'est un savant qui selon lui a hébergé pendant sa traversée. Elias me l'a montré sur ce qu'il appelle un tableau. Je vais essayer de le reproduire, et ma mémoire me fait un peu défaut. Oui. Vous reconnaissez là la tour de Babel, telle que l'ont représentée Peter Bruegel, les anciens et même Michel. Ils dirent: allons, bâtissons une ville et une tour, dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Autre chose encore. Pendant sa traversée de la tour, le général Grant qui déclare se nommer dans ce monde-là Giovanni a croisé plusieurs de ces tableaux, notamment à cause de leur couleur. Il lui avait paru bizarre, insolite, incompréhensible. Et que feraient ces tableaux en réalité? Les messages qui transitaient d'un univers à l'autre, les résultats concrets de la communication entre nos deux mondes. Qu'est-ce que ça dit? Madame la Présidente, pour vous parler de ce tableau, je me suis permis de faire appel à une véritable sommité en ce domaine, Madame Blanche de Castelmoulin. Professeur, faites entrer cette personne et raccompagnez Madame Pécuchet, que je remercie au nom de cette assemblée pour les précieuses informations qu'elle nous a fournies sur le sujet. Propriétaire de la Armoire Galerie de Chicago, criticteur de News, titulaire du Masters of Art Study de l'Art Study Institute de Londres, major de promotion 85. Elle a présenté à demandons à l'instant que ça va permettre des moyens de communication entre notre monde et un monde hypothétique appelé réseau. Que voulez-vous dire? Madame la Présidente, je vous prie de regarder attentivement ce que monsieur l'assesseur a projeté. C'est un effet de sa bonté. D'abord, voici quelques tableaux des grands maîtres de la peinture moderne. Escher et Maserini. Et puis quelques tableaux plus anciens de Léonard de Vinci, la Vierge Rocher et la Liberté qui est dans le père d'Eugène de la Porte. Quel point commun voyez-vous entre ces deux séries de tableaux? Aucun. À la procurateur, je vois surtout des différences. Le point commun, c'est la géométrie. Mais les tableaux de la deuxième série n'ont rien de géométrique. C'est ce qui vous trompe, ma chère. Regardez attentivement leur découpage dans la toile. Oui, je... C'est bien ce que je disais. Le point commun, c'est la géométrie. Je prétends que l'histoire de la peinture a été une longue et patiente recherche de l'essence picturale. Et cette essence, elle est géométrique. Dans des places ignorants. Vous prétendez cela. Mais quelle preuve en avez-vous? La preuve est dans César, le grand Cézanne. C'est grâce à lui que la peinture a fait gigantesque en avant et les idéaux. Écoutez ce qu'il écrivait à Émile Bernard dans une lettre fameuse. Il ne faut point s'arrêter à l'apparence impressionniste des choses. Il faut chercher les RL, leur structure, leur forme géométrique. Je dis bien géométrique. Il faut traiter la
nature sous forme du cylindre, de la sphère et du cône. Voyez d'ailleurs une œuvre du grand maître, celle de ses principaux disciples, Braque et Picasso. Voyez comment ils sont passés du figuratif au géométrique. C'est prodigieux. Mais dans votre fameuse lettre, il ne parle ni de cube, ni de réseau. Cela est un peu plus exact, ma chère. Mais planter un cube en terre de façon à faire apparaître un sommet sur une surface plane, il donne l'illusion d'un triangle. D'ailleurs, quelle école picturale est née de l'intuition géniale de César? Le sphérisme? Le cylindrisme? Le conisme? Non, bien sûr, c'est le cubisme. Oh, le cube. C'est l'élément primordial. C'est la seule et unique vérité de la peinture. Je conteste vivement cette allégation. La peinture était de mettre imagination de frère sur le grand miroir du perpétuel. Il ne peut pas qu'avoir le seul me rester stable et définitif en plein cœur dans les siens. Cette fille de représente de représentation comme une âme depuis le mois d'Après, depuis le mois d'essentiel. Bon grand malade procurateur, il m'a été permis de voir la peinture à état pur. La peinture dans son geste le plus primitif et le plus originel. Sans calcul, sans cogitation, rien que de spontané. Dans toute la pureté du premier élan artistique. Voulez-vous nous partager le privilège avec moi? Non? Eh ben regardez quand même. Ces gravures sont l'œuvre de jeunes handicapés qui n'ont jamais reçu une formation plastique, qui n'ont jamais subi des déformations, le conditionnement et la corruption de la société. Bref, des esprits purs, des esprits vierges, proches de l'innocence originelle. Et voyez ce qui décide. Des formes géométriques, des formes génésantes. Et qu'en pensez-vous? Je comprends, ma chère présidente, que ce que nos plus grands artistes ont cherché pendant des millénaires, de quintessence de l'art qui fut leur obsession depuis l'homme des temps, nous l'avons là, sous nos yeux, dans toute la pureté, excusez-moi, dans le geste primordial des enfants de la nature, qui n'ont jamais perdu, eux, le contact avec le réseau. Tout cela est hypothèse et vibration une fois de plus. On ne peut même pas tenir l'existence du réseau pour acquise sur des années aussi Mais ils sont depuis un bon moment nombreux et concordants, à tel point qu'ils forment, que dis-je, un réseau de preuves. Madame le procurateur, lorsque je parlais tout à l'heure du grand Léonard, j'ai remarqué votre déception. Vous vous attendiez certainement à voir son œuvre maîtresse, la Joconde, la Mona Lisa. Eh bien, que pouvez-vous nous apprendre à ce sujet? Selon moi, le visage de Mona Lisa, comme celui de bien d'autres modèles féminins qui ont jalonné l'histoire de la peinture, la femme au turban de Vermeer, ce portrait de Modigliani, tous ces visages sont des triangles. Mais des triangles à l'envers, complétant de ceux de tout à l'heure, qui étaient à l'endroit. Mais c'est extraordinaire. Écoutez ce que dit le général Grand à la page 187 de ses mémoires. Milena, j'ai compris. La vérité a fondu sur moi comme la foudre. Moi qui croyais être l'élu, l'envoyé du réseau, que j'étais bête. L'envoyé l'élu, c'est toi, Milena. Je n'existais que pour t'accompagner, oui. Pour t'accompagner, t'annoncer comme ont fait des milliers de barbouillards avant moi, et comme ils le feront longtemps après moi encore. C'est dans leur toile que je t'ai retrouvée. Moi qui croyais t'avoir perdu à jamais. Toi, et tes yeux si profonds. Toi, et ton visage. Aux trois angles parfaits. Il me semble de plus en plus évident que toutes ces manifestations prennent un sens dès qu'on les rattache au réseau. Mais madame la présidente, il n'allait tout de même pas tomber dans une mascarade. Il faut pourtant se rendre à l'évidence, mon cher procurateur. Cette prolifération de cubes aux quatre coins du globe, ces triangles à l'endroit et à l'envers qu'on va fleurir un peu partout, sont comme un signe de quelque chose qui cherche à se manifester. J'ai même l'impression que l'un des messages les plus insistants qui nous fait parvenir concerne cette Milena ou cette Mona Lisa, qui m'a tout l'air d'être comme une envoyée de ce réseau sur Terre. Peut-être même de-t-elle apparaître incessamment.
Mais qu'est-ce? De quel droit? Comment ose-t-on? Madame la Présidente, les hommes que vous voyez ici sont des mercenaires à la solde de Madame le procurateur. Elle avait prévu que le débat ne tournerait pas en faveur de ses idées. Aussi a-t-elle fomenté un coup d'État qui, par mes soins, a échoué. Vous, Madame le procurateur, à laquelle des milliers de scientifiques avaient délégué leur pouvoir, ce que prétend l'assesseur est-il vrai? L'autorité scientifique était précisément bafouée. Son président lui-même a indiqué qu'il fallait sauver l'État. Mais enfin, que faites-vous de la vérité? Avez-vous oublié que nous avons, par le serment d'Einstein, juré de consacrer notre vie à la vérité et au besoin de la lui sacrifier? Oh, mais la vérité, Madame le procurateur le sait depuis le début. Depuis toujours. Mais que voulez-vous dire? Et vous, qui êtes-vous au juste? Quel rôle jouez-vous là-dedans? Il me semble que vous êtes un assesseur bien singulier. Madame la Présidente, je suis un membre du réseau. Quoi? Madame le procurateur aussi. Comment? Regardez. Voilà. Et regardez encore. Mais, qu'est-ce à dire? Que voulez-vous exactement? Madame la Présidente, mes imminents confrères, et vous, noble Assemblée, il est temps de faire la lumière sur tous ces événements. Oui, le réseau existe. Oui, il a commencé à se manifester dans ce monde par les œuvres de l'art et de la science. Il s'est incarné en la personne du général Grant, qui a donné l'impulsion pour que ce monde s'organise en réseau. Pourquoi? Parce que les hommes de ce monde sont incapables de se gouverner eux-mêmes, sans guerre, sans haine, sans violence. Regardez aujourd'hui, depuis 50 ans que l'organisation des savants unis existe et gouverne le monde, la paix règne partout. Mais pourquoi tenez-vous tant à ce que notre monde vive en paix? Après tout, ce n'est pas le vôtre. Par dévotion au principe de l'harmonie universelle, ce que les anciens grimoires appelaient Dieu. Et pourquoi cet affrontement entre le procurateur et vous, alors que vous prenez la paix pour tous les autres? Madame le procurateur s'appelle en réalité Sophie von Ratten. Dans la hiérarchie du réseau, elle occupe le rang de superviseur. Son souci est aussi la paix, mais ses partisans pensent qu'elle ne peut durer que si le peuple ignore les principes qui le guident. Nous, la fraction du réseau, groupée autour de son éminence, Axel von Wappendorf, nous pensons que le partage du savoir rendra le peuple encore plus sage. Tu as gagné, Giovanni. Je m'inquiète. Tu vas leur faire goûter au fruit de la connaissance. Puisqu'il y a vrai, puisqu'ils devenir plus sages et plus heureux. Et cette Milena? Elle est l'incarnation périodique de l'harmonie universelle. Le temps cosmique a série, un peu comme nos saisons. Milena naît, s'épanouit, meurt et renaît selon le cycle de ce temps cosmique. Et en ce moment? Elle vient de renaître. Elle est là. Elle vous regarde. Et nous soutient en silence depuis le début. Oyez, braves gens, peuple de la terre unifié, le symposium décrète que le réseau existe. Il est en outre stipulé qu'il n'est pas l'ennemi de ce monde, qu'il est au contraire le principe de paix et de prospérité universelle, but et droit de tout être vivant. En conséquence, la science du réseau sera considérée dorénavant comme un domaine de recherche à part entière,
ouvert à tous et au service de tous, à l'instar de toutes les autres branches scientifiques du pouvoir, maintenues dans leur dignité et dans leur fonction. Allez en paix. Soyez heureux. Et que le réseau soit avec vous. Ok, merci. Sortez donc. Derrière ces volets, les cités obscures vous attendent. Les cités obscures vous attendent. Milos, Urbicande, Urbicande, Bruxelles, Xistos, Calvani. Des villes, des mers, un continent immense. Je possède des maisons partout. Vous serez hébergés nos villes. Allez-y. Allez-y. Au gris de cette propriété, une nouvelle vie vous attend. Une vie nouvelle vous attend. Cela ne vous tente pas? Cela ne vous tente pas?
à notre pièce. Je voudrais remercier des gens qui ont participé à cette réalisation parce que vraiment, on a eu la collaboration de gens extraordinaires. Donc je voudrais les citer pour qu'on ne les oublie pas et qu'ils aient leur part de félicitations. Je voudrais d'abord remercier tout simplement Nathalie Aimé qui est ici. Ouais. Imaginer ce PAE qui était immense, auquel certains n'ont pas cru tellement qu'il était immense et auquel elle nous a fait croire jusqu'au bout. Je voudrais dire d'autre part que la pièce qui vient de vous être présentée est inspirée des bandes dessinées de deux auteurs, dont l'un est ici, Benoît Peters donc et Schuiten, Les Cités Obscures, que certains doivent connaître déjà. Et si certains d'entre vous veulent rester à la fin, après la présentation et les remerciements, pour discuter avec lui, il se tient à votre disposition. C'est qui? Je voudrais qu'on l'applaudisse aussi. Benoît. Le scénario et les dialogues de cette pièce ont été imaginés par plusieurs élèves en collaboration avec leurs professeurs. Je voudrais citer Éric Lioni. Que vous avez entendu tout à l'heure. D'accord. Je voudrais signaler d'autre part que la musique est originale et qu'elle a été composée par Philippe Poirot. Si vous voulez le retrouver, il est professeur au Conservatoire de Saint-Pierre. Le ballet, qui était très important aussi, a été conçu, imaginé par Brigitte et Ariane. Des avirons. Les costumes, qui étaient très importants, vous avez remarqué qu'ils étaient très beaux, les costumes ont été imaginés, conçus, dessinés par Madame Autin, que je voudrais remercier. Élèves handicapés de l'Institut de Saint-Louis qui nous ont effectivement fourni les dessins que vous avez vus. Bien apprécié. La pièce elle-même vous a été interprétée par l'équipe de théâtre de l'option première que j'ai l'honneur de présider et de diriger. Les premières en général, les premières L1, EL, ES, S3, je voudrais les citer quand même. Alors Pierre Herbourg dans le rôle de...
bien que c'est une charmante fille dans la vie. On vous la croisez. Oui, caractère. Edwige, qui est à la scène de part. Ingrid, la crypte. Le chef de tir, Eric. L'intervenante, Barbara. Philippe Poirot, vous l'avez déjà vu. La princesse des cités nocturnes. Ces deux annonciatrices, Nadège et Alizé. Oh oui! Notre assesseur. L'américaine. L'infirmière de charme. Et Laurent le gars. Je voudrais aussi rendre un hommage particulier aux élèves de terminale qui nous ont aidés à réaliser la pièce. Ils ont été souvent mis à contribution dans des tâches ingrates et leur gentillesse, leur dévouement était extraordinaire. Je voudrais qu'on les applaudisse.